Bien, on va reprendre le cours de cette conférence. Les groupes de travail viennent de se réunir de façon très animée et très passionnée, et avec cette particularité qu'a la Fondation de décloisonner un petit peu les univers, les chercheurs, les fromagers, les fabricants, les commerçants. Et c'est l'une de ses vocations, c'est de faire de tout cet univers qui ne se parle pas toujours, qui n'a pas toujours l'occasion de se parler, et ben de s'unir autour de cet horizon commun, c'est de pérenniser cette filière des fromages au lait cru. Alors pourquoi pérenniser cette filière des fromages au lait cru? Parce que ces piliers sont un petit peu abîmés. On l'a évoqué ce matin avec les chercheurs, on va le réévoquer maintenant. Il y a trois piliers qui sont un petit peu abîmés. C'est d'abord les acteurs, le nombre d'acteurs. On a de moins en moins d'ateliers et de moins en moins de fermes qui produisent de lait cru. Et alors, il y a des raisons sociologiques, il y a des raisons sanitaires, il y a plein de raisons qui font que tout ce patrimoine est en train d'un petit peu de s'étioler. Là, on vient de publier dans Profession Fromager un dossier sur les laits de montagne où on a exactement les mêmes problématiques. Donc, il y a des enjeux là-dessus, réussir à maintenir un terreau suffisamment diversifié et varié d'acteurs, des petits, des gros, toute nature d'acteurs. Et je vous détaillerai ensuite des groupes de travail qui vont œuvrer là-dessus. Ensuite, il y a toute la problématique sanitaire, avec des laits qui sont de plus en plus pauvres, donc moins expressifs, qui se défendent moins bien, qui sont souvent proches en termes de quantité de microflore de lait pasteurisé. Alors, il y a tout un continuum, bien sûr, qui va du lait pasteurisé au lait cru. Les quantités de flore sont à peu près les mêmes. Par contre, ce qui varie beaucoup, c'est la diversité de ces flores. Et les médecins nous ont expliqué ce matin à quel point cette diversité est importante. Et on va faire ensuite intervenir le groupe de travail santé. Ce qui est très positif dans ce que vous avez peut-être entendu ce matin, c'est que ce sont les médecins, les blouses blanches, les pédiatres, les docteurs qui sont en train de nous expliquer que si on veut rester en bonne santé, il faut manger microbien, et que c'est un non-sens historique que de vouloir interdire, vous l'avez très bien compris ce matin, que de vouloir interdire à des enfants de consommer du lait cru avant l'âge de 6 ans, au-delà du fait qu'ils bâtissent à ce moment-là leurs préférences alimentaires futures, mais du point de vue de la santé, de la physiologie, c'est un non-sens de vouloir interdire, un non-sens sanitaire à long terme, de vouloir interdire ces produits à des enfants. Alors ça va être tout l'un des enjeux de cette fondation, de montrer que la balance bénéfice-risque, on connaît très bien les risques, on nous en parle régulièrement, donc il y a une espèce de dichotomie entre ce discours pour les fromages au lait cru, très poétique, le goût, les traditions, les territoires. Il y a cette image-là. Et puis après, il y a également, parallèlement, cette image de produit à risque et qui n'est pas justifiée. Et il va falloir travailler là-dessus. Donc Sylvie Lortal va intervenir là-dessus un petit peu sur les perspectives qui se dessinent pour ce groupe santé. Donc, problématique de la perception par le consommateur d'aliments à risque, problématique de ces microbiens, et comment on arrive à maintenir un flux de microbiodiversité du sol jusqu'à l'assiette du consommateur, de la fourche à la fourchette, selon l'expression consacrée. Et donc là, il y a un goût de bonne pratique qui vient de se réunir également. Il s'agit bien évidemment de parvenir à la bougie, de remettre de la terre battue dans les ateliers, mais d'avoir toujours cette triple objectif économique. On est dans c'est un univers économique qui doit fonctionner, qui occupe un terrain, l'alimentation. Donc il est en concurrence avec d'autres types d'alimentation. Donc il est important qu'on soit efficace économiquement, sanitairement, bien sûr. Il ne s'agit pas de prendre des risques inconsidérés et de relâcher la vigilance sur les bonnes pratiques. Mais il y en a qui sont plus ou moins bonnes. Et il est très clair que cette stratégie du vide qui a été mise en place depuis 60-70 ans, voilà, on est allé trop loin. Les scientifiques nous l'ont dit ce matin. Donc, vous pouvez être fiers d'être fromager, vous n'empoisonnez pas la planète et vous êtes vraiment dans la bonne direction. Et donc, il faut tenir et les scientifiques vont être là pour nous donner des arguments pour avancer sur ce terrain-là, à la fois vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des autorités et de tous ceux qui font les règlements et les lois. En deux mots, il s'agit de changer de paradigme. Voilà, c'est ni plus ni moins. Donc, pour changer de paradigme, c'est très difficile parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. On a toujours un petit peu peur de l'inconnu. Et là, il va falloir qu'il y ait avec le concours de la science, qu'on monte des ateliers pilotes, qu'on définisse des bonnes pratiques. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train d'être faites du côté de la recherche. On a maintenant des nouveaux outils qui s'appellent la métagénomique, notamment, qui permettent de comprendre un petit peu tous ces flux extrêmement complexes, comment ils vont
ils partent du sol et comment ils arrivent dans le lait, etc. etc. Donc on a tous ces outils-là qui peuvent être mis à disposition de la filière traditionnelle. Et donc ça, c'est un point très très important. C'est nouveau dans l'histoire de cette profession, d'avoir toute cette compréhension-là. Et donc de toute cette expertise eh ben, qu'on met, au service des fromagers sous d'autres angles, eh ben, la mettre aussi au service des fromagers qui souhaitent que leur patrimoine puisse perdurer et que demain, nos enfants puissent également être les dépositaires de ce patrimoine. Donc, cette fondation, elle s'appelle pas Fondation Les Creux, elle s'appelle Fondation pour la biodiversité fromagère, parce que sous le terme biodiversité, on entend biodiversité des flores, des microbes, on en a parlé ce matin, mais c'est aussi biodiversité des acteurs, diversité des acteurs, très important, qui est toujours un terreau important, qu'un détaillant ait aussi le choix de ses sources d'approvisionnement. On a des problématiques de transmission en France. En France, on protège moins bien le patrimoine artisanal, traditionnel, familial que dans d'autres pays. Alors, avec des règles fiscales, des droits de mutation qui sont un petit peu différentes. C'est aussi des différences culturelles. Il y a notamment une réflexion autour de la Fondation pour obtenir une exception culturelle lorsque un patron de fromagerie qui est peut-être fils, petit-fils, arrière-petit-fils de fromager veut transmettre à ses enfants, que un ou deux enfants ne le souhaitent pas, et bien, fatalement, l'histoire s'arrête parce que celui qui va reprendre va devoir s'endetter pendant 30-40 ans pour rembourser ses frères et sœurs et n'y arrivera pas. Donc, il faut qu'on travaille aussi sur ce genre de problématiques. Donc, problématique de diversité des acteurs, diversité de toutes ces flores, qu'on conserve qu'un détaillant ait le choix lorsqu'il veut faire profiter ses clients de ses propres choix, qu'on arrive à maintenir toute cette diversité. Je vais donc donner la parole aux différents groupes de travail et je reviendrai ensuite sur les moyens que vous avez à différents degrés, de différentes façons, d'aider cette fondation à se mettre sur pied, à se structurer et puis surtout à produire des résultats. Alors on va commencer tout de suite avec Sylvie Lortal, que j'invite à se lever, peut-être. Non, tu veux, comme tu veux. Voilà. Pour faire un petit peu l'état des réflexions qui ont eu lieu ce matin, il y a 3 axes qu'on a assignés à ce groupe de travail. Où en est-on en termes de connaissances épidémiologiques? C'est quoi les risques des fromages au lait cru, des fromages microbiens? C'est quoi les risques? Les statistiques sont un petit peu opaques. On a des chiffres approximatifs, on n'a pas vraiment la vérité, donc là, il y a un vrai travail à faire. Ensuite, les bénéfices, on les a évoqués ce matin. Et puis, bien sûr, à terme, c'est de mettre les deux dans la balance et qu'un consommateur, qu'un professionnel puisse choisir. Il y a un débat notamment, est-ce que c'est à l'administration de décider qu'un enfant doit manger ça ou pas ça? C'est peut-être le rôle des parents aussi. Il y a tout un débat philosophique derrière tout ça. Donc, mais en tout cas, c'est la notion de conscience éclairée. Il faut savoir de quoi on parle. Et donc là, c'est en grande partie l'objet de ce groupe. Sylvie, oui, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Ça a été une discussion un peu à bâton rompu, donc je vais juste essayer de vous tracer quelques points clés. On devait d'abord regarder un peu les sources de connaissances dont on disposait, enfin où est-ce qu'on pouvait aller chercher la connaissance, les données déjà disponibles sur lesquelles s'appuyer, et puis que pourrait faire la Fondation pour renforcer un petit peu cette connaissance des bénéfices-risques et donner aux fromagers des bases solides. Et je rejoins tout à fait ce que tu dis, qu'il faut continuer sur les laits crus parce qu'on s'apercevra dans plusieurs années à quel point c'était crucial pour la santé, entre autres, en plus du goût et du plaisir. Donc les sources de connaissances, il y a un réseau mixte de technologies qui s'appelle Fromage de terroir, qui était très axé goût, qui est en train d'intégrer vraiment la problématique des bénéfices santé. Donc il va y avoir du travail de fait dans ce cadre-là qui pourrait être soutenu. Il y a le projet Tandem qui a été présenté ce matin, je ne sais pas si vous étiez tous là, sur les flux microbiens entre le sol, les fromages et donc le microbiote de ceux qui consomment. Donc ça, c'est extrêmement précieux d'avoir ce continuum et de comprendre à quel point la diversité du sol microbienne, la diversité microbienne du fromage et celle du microbiote sont liées. Il y a le projet Pimento qui est un réseau européen, plus axé aliments fermentés en général, mais où il y a une place pour les aliments fermentés traditionnels, dont les fromages au lait cru. En France, c'est quand même la première source d'aliments fermentés, c'est les produits laitiers et notamment les plus riches sont au lait cru. Donc ça, ce sera des sources de données. Et il y a aussi des projets issus de Pasture qui a été présenté, qui tournent encore. Bon. Si on se place au niveau européen, on dispose de données épidémiaux à l'EFSA et au CDC, mais il y a une grande hétérogénéité de pratiques dans le recueil des données, donc c'est compliqué. Du coup, il n'y a pas vraiment une synthèse à ce jour
suffisante sur vraiment les risques. Quels sont-ils réellement? Ça demande un travail qui pourrait être aidé sur préciser c'est quoi les risques réels. Parce qu'il y a une très grande difficulté à homogénéiser les données, à interpréter des données qui ne sont pas recueillies de manière homogène au niveau de l'Europe. Donc la première proposition que faisait ce groupe, c'est de faire ce qu'on appelle un position paper sur bénéfice-risque, bien sûr, qui serait décliné immédiatement au niveau du grand public, en fait, par un travail de vulgarisation. Donc ça pourrait être un CDD d'1 an avec 2-3 références scientifiques qui guident le travail. Donc je vous passe la discussion sur le profil du mouton à 5 pattes qu'il faudrait pour faire ça, mais on doit pouvoir le trouver. C'est quelqu'un qui a une formation scientifique mais qui aime écrire et qui serait capable d'interagir avec différentes disciplines. Après, on a une discussion très intéressante sur comment prendre la question finalement, parce que l'asthme sévère et les allergies alimentaires, c'est combien de morts par an? Donc on se rend compte que consommer du lait cru, ça peut protéger les enfants. Et du coup, finalement, ces pathologies, combien elles représentent? C'est quoi la surmortalité liée aux maladies de la modernité? Est-elle connue? En gros, finalement, quel est le risque de ne pas consommer des fromages au lait cru? Donc ça, c'est ce qui nous paraît important aussi de creuser, cette piste-là. Finalement, on pourrait estimer les risques STEC chez les enfants relativement au risque de décès par un asthme sévère. On n'a pas à se donner de papier qui compare les deux risques. Ça permettrait de remettre le risque fromage au lait cru à sa juste place. Voilà, notion de risque court terme versus risque long terme des maladies de la modernité. Bon. Et idée de convertir le risque latent chronique en nombre de morts. Voilà. Bon, ça, c'était un peu notre discussion générale. Mon premier point, c'est position paper. Deuxième point, le projet Pasture est quand même exceptionnel dans son ampleur et dans les données qu'il a apportées. Mais il y a des données scientifiques qui n'ont pas été pleinement exploitées, notamment par rapport à l'asthme. Donc, ce serait bien de soutenir une meilleure exploitation de ces données-là. Et partir de ces données aussi pour faire un travail de vulgarisation sur différents supports, un beau livre, et surtout sur les réseaux avec des vidéos bien ciblées, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment le vecteur qui est le plus... qui se diffuse le plus facilement, le plus largement, avec l'idée de communiquer vers le grand public, de changer le regard. Donc voir avec le groupe com, puisque nous on était plus sur la partie santé, mais voilà ce on voudrait contribuer à ça. Et Dominique Vuitton avait notamment fait un argumentaire bénéfice qui est sous forme d'un tableau, mais qui n'a pas été valorisé de manière plus efficace. Troisième point, ce serait resserrer les liens avec l'univers médical, la santé. Bon, la conférence d'Alexis Mosca, magnifique, montre bien tout le bénéfice qu'on a d'être très proche des travaux sur le microbiote. Et on pourrait valoriser, rejoindre des cohortes observationnelles qui existent, comme Nutrinet Santé, certains les connaissent, il y en a plusieurs en Europe, et intégrer les données fromage au lait cru dans les cohortes d'observation de ce qu'on consomme, avec des conséquences à moyen et long terme. Donc, bon, il y a des propositions concrètes qui sont sorties de ça aussi. Voilà, je ne vais pas te prendre trop de temps, mais c'est un petit peu ce qu'on a réussi à synthétiser en cette petite heure tous ensemble. Ok, merci Sylvie. Alors, je voudrais peut-être que tu représentes un petit peu là, tous ces travaux de recherche qui sont un petit peu émergents. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans vraiment qu'on a conscience de ça? On est vraiment en train de changer de modèle Disons que l'hypothèse que les aliments fermentés, et notamment les aliments laitiers, apporte de la diversité microbienne à l'organisme et que c'est intéressant, elle est dans les papiers depuis 10-15 ans. Mais les premiers résultats scientifiques vraiment très encourageants sortent depuis 5 ans. Voilà. Et là, vraiment, ça devient clair que consommer des aliments fermentés, consommer de la diversité microbienne, c'est bon pour le microbiote. Et ça c'est vraiment un point d'appui énorme pour les fromages au lait cru, parce qu'ils sont vecteurs de diversité microbienne. Ça, c'est indiscutable, plus que les fromages industriels. Oui, pour mémoire, le fromage est l'aliment le plus riche d'un point de vue microbiologique au monde. Dans notre diète, oui. Dans notre diète, les aliments fermentés sont les aliments les plus riches en micro-organismes. Et dans notre diète à nous, c'est les fromages et les fromages au lait cru qui nous apportent le plus de diversité microbienne. Très bien, Sylvie. Tu vas rester sur le... Je vais demander maintenant à David Bazergue, délégué général de la Fédération des fromagers de France, donc qui est copilote du groupe communication, de faire une première synthèse. Donc c'est un groupe très très complexe et donc je vais le laisser présenter ce travail. Bonjour à tous. Alors ce groupe de travail, il a été effectivement très très dynamique dans les propositions. C'est pas nécessairement simple
à les synthétiser, mais je vais essayer de vous dresser les principaux points que nous avons abordés. En fait, déjà, dans l'élaboration de la stratégie de communication, la position du groupe de travail, elle consiste à dire que notre groupe de communication et la communication de la Fondation, elle doit servir avant tout à dresser une communication objective sur les bénéfices de la consommation des fromages au lait cru. Il est clair que les risques associés, d'autres se chargent de communiquer dessus. Donc, à notre niveau, il faut qu'on puisse créer un bruit de fond favorable au bénéfice de la consommation des fromages au lait cru. Donc, en cela, ce que présentait Sylvie, c'est indispensable parce que pour pouvoir communiquer, il faut avant tout avoir des argumentaires, et ça, les argumentaires, c'est les scientifiques qui peuvent nous les fournir et vulgariser ces arguments pour qu'ils puissent être ensuite utilisés au niveau de la communication. En ce qui concerne les éléments de langage, ce qui nous semble intéressant de s'approprier, c'est en fait des éléments de langage sous deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension relative au patrimoine gastronomique et à la préservation des savoir-faire. C'est un item sur lequel on a plutôt tendance à communiquer, nous, professionnels, et il nous semble indispensable d'associer une deuxième dimension qui a été traitée sur le colloque de début de matinée, qui est la préservation du microbiote et le fait de pouvoir travailler, communiquer sur l'alimentation naturelle et fermentée. Là-dessus, effectivement, la consommation des fromages au lait cru, elle est effectivement un argument vraiment à considérer pour travailler sur les bénéfices de la consommation des fromages au lait cru. En ce qui concerne l'identification des cibles prioritaires pour nous, eh bien, avant tout, il y a effectivement le fait d'aller sur une communication grand public. Alors, il faut voir sur quel vecteur et quels moyens on peut mettre à contribution pour toucher le grand public. Il y a bien évidemment le fait de travailler avec les médias, et au niveau de notre réseau de professionnels, de notre filière, eh bien, les professionnels peuvent aussi se charger de communiquer et donner de l'information aux consommateurs qu'ils touchent. En ce qui concerne le corps médical, il faut effectivement pouvoir, à travers le groupe scientifique, avoir une communication vers le corps médical. Ensuite, nous, au niveau de notre groupe communication, on ne se sent pas armé en tant que tel, puisqu'on est plutôt des professionnels de la filière, à aller vers le corps médical. On n'est pas légitime sur le sujet. Et il faut donc que le groupe de travail scientifique puisse faire un lien avec le corps médical qui sera plus naturel. Donc, dans cette logique-là, notre groupe de travail va lancer plusieurs sous-groupes pour travailler sur les supports de communication que l'on pourrait proposer à destination des professionnels qui iront ensuite vers les consommateurs. Donc, il y a plusieurs idées qu'il va falloir développer. Par exemple, les opérations sur les lieux de vente, les affiches, éventuellement des réunions. Ce qui a été dit dans le cadre de notre groupe de travail, c'est qu'en fait, on ne veut pas refaire le monde. Il faut vraiment qu'on puisse déjà s'imprégner de tout ce qui existe sur ce travail autour du lait cru pour pouvoir effectivement être plus efficace et pouvoir retraduire les éléments en termes d'éléments de langage. Il y a un sujet qui nous semble important aussi, qu'il faudra considérer, étant donné que nous sommes une fondation qui se lance avec des moyens limités qu'on espère voir se développer dans l'avenir. Il faudra être vigilant sur les actions de communication que l'on mettra en place. Il faudra qu'on soit capable d'évaluer ces actions pour effectivement voir qu'est-ce qui marche et sur
les éléments qui ont le plus de rentabilité, si je puis dire, pour pouvoir communiquer vers nos cibles. En ce qui concerne les outils de communication, on a déjà un site internet qui existe, qui va pouvoir se transformer. C'est le site internet du collectif Les Crus. Alors, on s'est posé une question sur comment rebaptiser en fait le nom de domaine du collectif Les Crus. Et à l'unanimité, on est favorable pour notre groupe de travail à le transformer en Fondation Les Crus, parce qu'on pense qu'effectivement, c'est d'une certaine façon le dénominateur commun de notre fondation, et que c'est aussi plus pertinent pour toucher le grand public sur nos objectifs communs. Donc, Fondation Les Crus. Ce qui va être très important autour du Les Crus de la communication, c'est d'avoir un outil de veille autour de ce qui se dit sur le Les Crus sur Internet. Parce qu'effectivement, Déborah nous a fait l'exercice tout à l'heure. Quand on recherche avec le mot-clé Les Crus sur Google, eh bien, ce qui sort par exemple en premier en référencement, c'est le site Wikipédia sur le Les Crus. Et quand on regarde effectivement le descriptif Les Crus sur Wikipédia, il est déjà plutôt orienté sur les risques que sur les bénéfices. Donc il va falloir que nous-mêmes, on puisse, avec le groupe de travail scientifique, travailler sur effectivement ces articles, et ensuite faire en sorte que notre site internet de la Fondation Les Crus soit aussi bien référencé pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Les ressources nécessaires, bien évidemment, c'est indispensable autour de la communication. Eh bien, dans un second temps et assez vite, au niveau du groupe de travail, on va proposer à chaque membre du groupe de travail de pouvoir s'investir sur des sujets particuliers qui touchent à la communication et aux cibles. Donc effectivement, entre par exemple l'administration du site internet, le rôle de community manager, le fait d'aller sur les réseaux sociaux et de choisir quels réseaux sociaux, qui communique, il va falloir qu'on soit très clair entre nous sur qui communique, quelles sont les responsabilités de chacun et comment on organise cette communication pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dissonance ou de communication qui serait d'une certaine façon contraire à ce que l'on veut tous porter au niveau de cette fondation. Donc ça va être vraiment un travail sur lequel on va s'attacher, de lister les compétences et lister déjà les bénévoles sur les différents sujets, pour ensuite voir effectivement s'il doit y avoir des prestations extérieures, si je puis dire. Mais c'est déjà ce travail sur lequel on veut s'employer d'ici le Salon du fromage, et on va donc lancer des petits groupes de travail thématiques sur les différents sujets pour essayer d'avancer très vite et pouvoir lancer le travail. Parce qu'il y a un sujet qui est aussi important, c'est qu'effectivement, Sylvie nous le disait, le fait de construire des éléments de langage, ça demande du temps. Il y a tout ce travail autour de l'équilibre bénéfice-risque à faire en termes d'éléments de langage. Et en attendant, en termes de communication, il faut déjà qu'on puisse communiquer sur qui est la fondation, quels sont ses objectifs. Donc à ce moment-là, il va falloir qu'on puisse définir quels sont les premiers champs de communication avant d'avoir ce position paper sur effectivement les bénéfices de la consommation des fromages au lait cru. Donc le champ est assez énorme, mais notre groupe de travail est vraiment très motivé pour lancer très vite cette dynamique autour de la communication, et je remercie tout le monde à ce sujet. Merci David. Quelques commentaires. Cette fondation s'est structurée avec l'ensemble des acteurs de la recherche. Toutes les institutions présentes sur l'univers laitier sont présentes dans cette fondation.
la Fédération des fromagers de France, le CNAOL, la FNPL, la FNEC, la NPLF, Slow Food. Et l'une des missions de cette fondation, c'est justement, tu l'as dit David, d'occuper le terrain, de servir de caisse de résonance, d'aider à coordonner des actions, mais qui est toujours ce bruit de fond, qu'on va alimenter de plusieurs manières, mais qui est toujours ce bruit de fond qui fasse que les produits au lait cru, on n'en parle pas uniquement lorsqu'il y a un problème. Voilà, donc ça c'est une mission essentielle. On a beaucoup parlé de la richesse du microbiote, de la richesse microbienne qui est importante pour la santé. Il y a aussi un autre élément, et là je parle sous le contrôle de Christophe, lorsqu'on parle de toutes ces maladies de la modernité, il ne faut pas faire des raccourcis simplistes et de dire que le fait de boire du lait pasteurisé, puis du lait cru provoque toutes ces maladies. Là, ça ne se passe pas tout est exactement comme ça. Il y a des facteurs environnementaux, puis aussi la notion de toute cette alimentation ultra transformée, qui est la nôtre depuis 20-30 ans. Toutes ces molécules pour lesquels l'organisme n'était pas façonné et qui provoquent également, qui contribuent également à toutes ces maladies de la modernité. Et donc le fromage, c'est un produit ultra simple. Du sel, du lait, du sel, des ferments. Et donc ça aussi, c'est un axe de communication sur lequel on va pouvoir travailler. Donc j'espère vraiment que toutes les institutions vont nous aider aussi à orchestrer ce travail et à faire du tam-tam pour que cette filière puisse continuer à prospérer. On voit qu'il y a une très très forte attente des consommateurs. La crise de la biodiversité actuelle nous montre à quel point ces produits-là sont importants. Donc on est vraiment à un moment important. C'est une opportunité, c'est une aubaine finalement cette crise du Covid parce qu'elle introduit une prise de conscience. Et donc j'espère que vous êtes nombreux à vous associer à ce travail. C'est ce que l'on a dit au niveau du groupe de travail. Il y a déjà toute une dynamique qui a été mise en place par les institutions, les fédérations autour du lait cru. Donc il s'agit de faire caisse de résonance, comme tu le disais, de se réapproprier tout ce réseau qui existe déjà et faire en sorte que la fondation elle puisse être complémentaire sur le bruit de fond. Et je pense que c'est vraiment de ça dont ont besoin les professionnels. Ils sont convaincus de leurs produits, des bénéfices du lait cru. Maintenant, il faut autour de ça qu'il y ait tout un environnement favorable pour pouvoir porter les messages. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'emploie. Alors, il y a un point que je n'ai pas abordé et qui a tout de même été traité dans le groupe de travail. Pour lancer des actions, eh bien, il va falloir un budget et il y aura un groupe de travail, bien évidemment, à mettre en place sur quelle communication pour aller chercher des fonds. Et là-dessus, effectivement, on a plus abordé dans nos groupes de travail les éléments de langage et comment on communique sur notre fondation et sur le bénéfice autour du lait cru. Mais ce qui est fondamental également, c'est comment on va chercher du budget et comment on convainc des prescripteurs à pouvoir financer les actions de la fondation. Et ça sera aussi quelque chose de stratégique pour nous. Merci David. On va enchaîner avec Patrice, qui a piloté ce matin le groupe Bonne Pratique, donc avec une forte présence de fromagers. On leur a demandé de bien préciser quelles étaient leurs attentes pour parvenir à rester toujours sur le triptyque efficacité économique, efficacité sanitaire, efficacité organoleptique. Merci. Effectivement, et vu le temps imparti, on n'a pas tout regardé. Mais ce groupe Bonne Pratique, déjà, ce qui est apparu, c'est que Bonne Pratique, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde au point de départ. Et tout le monde n'analyse pas la même chose, suivant son métier, suivant sa formation, suivant d'où il vient, etc. Mais qu'à l'arrivée, dans le débat qu'il y a eu, tout le monde va bien dans le même sens et dans le même axe. Il y a un mot qui est ressorti de façon flagrante, c'est biodiversité. Donc, c'est travailler par rapport à ça. Alors, pour résumer l'état des discussions, j'ai fait le choix de vous faire la liste des côtés négatifs qui ont été cités, et puis après des côtés positifs. Alors, c'est que des mots, mais voilà. Alors, côté négatif, augmentation de la taille de l'exploitation agricole. Les collectes en 48 heures, le froid, des laits pauvres, des ensemencements nombreux, ça va parfois le sol, parfois les effluents, parfois l'étable, parfois l'alimentation des animaux et tout le temps le lait. Donc à tous les niveaux. Parfois la cave, les pathogènes, la désinfection, les résidus lessiviels, notamment le problème de l'eau aussi qui a été soulevé en parallèle, que j'aurais dû mettre à part.
Les DDCSPP, ça a été cité, donc je dois les citer. Des producteurs perdus, parfois, au milieu de la pression du volume de travail. Des destructions de l'eau, la pression des analyses, le inférieur à 0 qui doit être détruit. La flore du rumen maïs-soja, je la cite comme elle a été citée. Le travail du sol, et je termine par le NPK, alors pour ceux qui ne savent pas, azote, phosphore, potassium et l'ammonitrate, qui sont les engrais qu'on apporte sur les sols. Je les ai bien mis tout ça en négatif. Alors, ça nécessitera des débats, mais vu le temps imparti, ça ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Et côté positif, alors, je vais être plus bref, mais il en est sorti quand même quelques-uns. Ah, pardon. Côté positif, donc, la vie de la fromagerie, et c'était bien, c'est le mot vie qui va devant, quoi. La vie de l'élevage, à travers l'habitat, la nourriture. A été cité les alternatives à la désinfection, en contrepartie de ce qui était de l'autre côté. Et les pratiques vertueuses. Alors, je ne vais pas rentrer dedans, parce qu'effectivement, c'est l'objet du groupe à l'arrivée sur les bonnes pratiques, mais qui partent bien du sol, effluent, les plantes, les animaux, les bâtiments, le lait, la fromagerie, les fromages, la cave, à tous les niveaux. Alors, je ne vais pas, juste comme ce matin avec le holoflux, je ne vais pas jusqu'à l'estomac du consommateur, mais on pourrait y aller. Donc, cette notion de pratique vertueuse, donc, pour dire grosso modo les 2 points qui ressortent de ce qu'il y a à voir aujourd'hui, c'est bien remettre toutes les solutions du continuum microbien et de la biodiversité dans tout ce continuum. Éventuellement, un indicateur a été cité, c'était de suivre les bactéries lactiques du début jusqu'à la fin, donc à vérifier et à voir et à travailler, parce que ça peut être un bon indicateur, il ne faudra pas s'en priver. Il est utile à tous les niveaux, que ce soit pour la santé animale ou pour la qualité des fromages. Donc évaluer les besoins, pas confondre les causes et les conséquences. Et dans tout ce domaine-là, au vu de ce qui a été dit, l'idée était plutôt de voir un stage ou quelqu'un qui pourrait s'occuper de reprendre toutes ces données, établir les réponses, et notamment en fonction de l'existant, parce qu'il y a des choses qui existent par ailleurs. Et le dernier point que je voulais signaler dans ce qui existe par ailleurs, il y a une proposition qui a été faite aussi. Il y a par exemple une étude qui a été demandée récemment par une ODG de France sur l'évaluation, une ACP, analyse composante principale des facteurs de risque amont, et de l'élargir à toutes les régions, enfin, pas le faire sur une seule région, mais que ça puisse prendre toutes les filières intéressées. Parce qu'une fois qu'on a mis des noms sur les facteurs de risque, il y aura beaucoup moins de débats sur le terrain pour dire ça ou pas ça. Après, les choix seront d'enlever ou pas enlever, mais au moins on saura quels sont les facteurs de risque les plus élevés. Il y a des idées, il y a des pistes, mais c'est toujours un débat, et il faut sortir du débat stérile pour avancer de façon efficace sur les pratiques à mettre en avant à ce sujet-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et après, je pense qu'il y aura beaucoup de travail, tu as dit, pour l'économie, etc. Mais je pense qu'en 1 heure, on ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Donc voilà où on en est. Quels pourraient être les livrables, les instruments concrets qu'on pourrait fournir aux fromagers? C'est quoi l'horizon de ce groupe? Alors, livrable précis, je ne sais pas, mais ce que j'ai bien ressenti, alors il y en a qui pourront me corriger s'ils veulent, c'est qu'effectivement, il y a quelques régions qui sont structurées. On a le Massif central, on a les Savoies, on a la Franche-Comté, la Normandie aussi. Et on a plein où on a dit, dans des départements, il y a des entreprises qui sont toutes seules, des producteurs qui sont tout seuls, des fois regroupés en petits groupes. Et c'est la coordination, la circulation de l'information et la coordination par rapport à tous les gens qui se sentent isolés. Et ils sont nombreux, voilà ce que j'ai pu voir ce matin. Patrice, vous étiez président quand vous êtes un producteur de Saint-Nectaire fermier. Vous avez mené un travail important qui a aussi bien éclairé les esprits et ouvert des perspectives autour du Saint-Nectaire avec le concours des chercheurs, la métagénomique, etc., l'analyse sociologique. Est-ce que vous pouvez toucher 2 mots de ce travail qui est très, très intéressant et qui est au cœur de la problématique? Bon, je ne voulais pas parler Saint-Nectaire, mais donc sur l'étude à Mont-Saint-Nectaire, pour faire court. Alors, pour la résumer en 2 mots, on a trié, dans les 200 producteurs, on a pris des analyses de 5 ans et on a trié 7 exploitations qui n'avaient pas eu de problème sanitaire et 7 qui en avaient de façon récurrente. Alors, ceux qui ont travaillé sur le sujet, ils sont dans la salle. Donc, il y en a qui pourront en parler mieux que moi, côté INRA. Et ce que j'en ai retenu, je ne vais pas vous dire que je suis exhaustif, moi. J'ai trié, on demandera la parole à Christophe s'il veut préciser derrière. C'est que les gens, avec une enquête sociologique en parallèle, il n'y avait pas que le volet analyse microbio et sanitaire. Les gens qui n'ont pas eu de problème, on va commencer par ceux qui ont eu des problèmes. Moins de lait par vache, plus de concentré distribué par vache, plus de vaches par unité de main-d'œuvre,
Et quand on prend le critère du sociologue, c'est inquiet, désespéré, enfin catastrophique, quoi, les critères. Et quand on prend l'autre groupe, eh ben, c'est plus de lait par vache, moins de concentré, plus de main-d'œuvre par ramener à la vache, quoi. Et surtout, serein, tranquille. Voilà, fait par le sociologue avec une méthode très précise. Et donc, ça veut dire que non seulement quand on arrive à produire du fromage au lait cru tranquillement, sans problème sanitaire, on est tranquille au niveau psychologique. Donc, c'est un point clé qu'il ne faudra pas oublier dans notre travail, parce que je pense que tout commence là, quoi. Voilà. Il y avait un terme important qui était ressorti, c'était l'équilibre des ressources. Ouais. Entre de l'exploitation. Enfin, quand c'est équilibré dans la tête, tout s'équilibre derrière. Donc, grosso modo, la clé, c'est là, c'est donner les moyens aux gens et donner les bonnes idées, parce qu'en pratique, on parle des bonnes pratiques, là, mais c'est pas le groupe qui a dit ça, c'est moi qui le dis. Mais je vois des pratiques se développer sur le territoire qui, à mon avis, pour le lait cru, sont catastrophiques. Et le problème, c'est que pour les freiner, ben, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc je pense que le groupe a des préconisations, des indications à donner, où il faut aller vite, parce que, croyez-moi, quand les forces commerciales se mettent sur le terrain pour vendre des choses qui sont négatives, elles vont très vite aussi. Voilà. Très bien, merci Patrice. On va peut-être donner la parole à la salle, si certains d'entre vous veulent apporter des témoignages, poser des questions à nos chercheurs, à nos fromagers. Ou faire simplement des part de leur expérience professionnelle, de leurs besoins? Personne n'a de besoin particulier. Bonjour à tous, on est encore la matinée. Donc Jean-Philippe Bonnefoy, je suis producteur de fromage et de chèvre en Bourgogne. C'est juste une remarque. Je suis très content, je vous remercie tous de participer, puis Arnaud en tête, à cette fondation. Parce qu'il y a 2 ans, on avait parlé des steaks et j'ai assisté à un conseil d'administration où vraiment je me suis posé la question, est-ce que toi, quand tu fais du fromage au lait cru, est-ce que demain tu risques d'avoir à supporter on te met en cause pour de la mortalité d'un enfant? Et ça m'a secoué et je me suis vraiment posé la question. Et moi, j'ai répondu du but en blanc. Je me dis, on fait du fromage, c'est le lait, c'est l'aliment maternel par excellence. Et je ne comprends pas pourquoi, à partir d'un produit aussi noble que ça, qui a permis à tous les mammifères de pouvoir se développer comme ils le sont aujourd'hui, pourquoi un produit comme ça pouvait être dangereux. Et là, je voudrais vraiment vous remercier tous, parce qu'au fil du temps, tous des arguments sont arrivés, et ils arrivent encore, et on a du travail pour aller dans le sens qui va pour montrer au monde que la biodiversité qu'on a dans nos fromages, elle est super importante, et c'est un atout important pour la santé. Et ce n'est pas que des fromages qui ont du bon goût, ce n'est pas que pour gagner du revenu, ça va au-delà de ça. Ça va dans le sens de la vie. Et voilà, alors c'est plus une remarque, c'est pas dans les besoins, mais enfin tous les besoins vont aller derrière. Je pense qu'ils ont été bien énumérés par les 3 groupes de travail. Et quand on est producteur fermier et que enfin tous les producteurs, les fromageries, tout ça, on vit avec une épée de Damoclès sur la tête. Et là, il y a autre chose qu'une épée de Damoclès. Il y a une notion qui arrive, qui est très forte, c'est qu'on préserve la biodiversité, on préserve la vie. Et là, il faut vraiment qu'on communique là-dessus. Et là, on met les lettres de noblesse sur nos professions. Voilà. Donc, c'est vraiment un gros merci. Et voilà, merci à tous d'être présents. Et puis Arnaud, c'est pas simple pour tous les jours pour lui de faire prendre cette mayonnaise. Et en tout cas, merci pour l'invitation et le travail qui a été mené et qui va être mené. L'énergie collective, ça porte beaucoup. Hein. Et puis, bon, on est une fondation d'utilité publique. C'est super réconfortant et motivant de travailler pour des motifs d'intérêt généraux qui vont au-delà de son entreprise et surtout dans une perspective historique. Alors, comment s'engager dans cette fondation? On est en train de travailler sur tout ça. Donc vous le voyez, on va vous demander d'apporter vos compétences. Hein, David l'a exprimé tout à l'heure. Si on a besoin de spécialistes de marketing, de communication, de web design, etc. Donc on est preneur. Alors ça peut se faire de manière bénévole, ça peut se faire aussi via le mécénat de compétences. Si dans une entreprise, un patron a un employé compétent qui travaille, mais dont il a besoin qu'à 2 tiers de temps,
la Fondation, grâce au mécénat de compétences, peut utiliser cette personne sous la forme du mécénat, donc avec utilité publique. Ça veut dire que l'État va prendre en grande partie, c'est les 2 tiers grosso modo, le coût de ce salarié, de son prorata de temps. Donc ça, c'est une dimension qui peut beaucoup nous intéresser. Ensuite, vos relations. Donc c'est déjà de parler autour de vous. C'est nous aider, on n'a pas abordé encore ça, mais on veut monter des réseaux d'influence dans différents corps de métier. Ces corps de métier, c'est les élus. Il nous faut des élus demain si on veut porter un projet de loi pour réformer un petit peu les modes de transmission, faciliter la transmission des patrimoines artisanaux et familiaux. Il nous faudra des élus pour porter tout ça. Donc, vous connaissez peut-être dans vos circonscriptions des élus qui sont sensibles à ce discours. Et voilà, on va essayer de fédérer tous ces gens-là. C'est vrai du monde vétérinaire. Le monde médical, c'est en cours. C'est vrai aussi des technologues, des formateurs, tous les gens qui sont en train de former des futurs fromagers. Donc là, on a besoin que vous ouvriez votre carnet d'adresses et que, bien sûr, on précisera quels sont les besoins au fur et à mesure. Mais il y a comme ça 7 ou 8 réseaux d'influence qu'on veut monter. Ensuite, ça sera d'apporter votre voix. Alors, on va, avant d'avoir des ambassadeurs, on va bien sûr définir des éléments de langage. On a prévu de former ces ambassadeurs à la prise de parole. Une chose très importante qui n'a pas été dite ce matin et que je tiens à préciser, c'est qu'on ne veut pas être dans un discours clivant. On ne veut pas opposer les gens, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Et il y a dans cette fondation, alors vous avez vu j'aurais peut-être pu préciser ça aussi, il y a 4 collèges dans cette fondation. Il y a des fondateurs qui sont tous des fils, petits-fils, arrière-petit-fils, voire même arrière-arrière-petit-fils de fromagers, et qui tiennent à ce que ce patrimoine puisse continuer à prospérer. Donc là, c'est vraiment des professionnels de terrain. On a ensuite le collège des personnalités qualifiées dont font partie un certain nombre de chercheurs qui sont ici, donc vraiment des experts. On a un collège d'institutions, je vous les ai cités tout à l'heure, et puis on a aussi un collège de donateurs. Alors pour l'instant, il est très restreint. Et bien sûr, il va falloir, et je vais venir après, j'espère qu'il va bien sûr grossir, qu'il va nous permettre de mener tout ce travail. Donc tout ce travail de porte-voix, on va essayer de créer des relais sur le terrain, des relais qui vont pouvoir diffuser de la communication. On va fournir des éléments de langage, on va fournir des aliments pour les lieux de vente, des animations, etc. Il va falloir réfléchir à tout ça. Donc là, on est preneur que vous puissiez, un jour ou l'autre, ou être un porte-voix, un porte-parole de cette fondation, ou bien pouvoir accueillir des opérations de go-communication et de le faire savoir à vos clients, de le faire savoir à vos partenaires, de faire savoir à tous les gens avec lesquels vous travaillez, donc de contribuer à jouer du tam-tam et à servir de caisse de résonance à cette fondation. On est preneur aussi de vos idées. Là, j'ai déjà des choses intéressantes auxquelles on n'avait pas pensé qui sont arrivées. On a notamment on a parlé de la recherche des financements. Alors, il y a des idées qui apparaissent. Il y a des fondations qui travaillent avec de l'arrondi. Vous voyez ça dans certains commerces. Il y a des Nature et Découverte. Il y en a plein. On vous propose, lorsque vous faites un achat, d'arrondir. Et cette somme qui permet d'aller à l'euro supérieur, elle est dirigée ensuite vers la fondation. Donc ça, c'est un axe important. Il y a des moyens maintenant informatiques qui permettent à un commerçant, un fermier, de ne pas s'enquiquiner, à compter, que ça ne devienne pas une charge. Il y a des façons simples de transmettre tout ça. Donc on va travailler là-dessus. Il y a un grossiste, par exemple, qui nous a dit tous les ans, on soutient une ONG sous ce principe un petit peu du commerce équitable. Et on soutient une ONG et on lui reverse un pourcentage. Donc on explique que ce produit défend cette ONG et on lui reverse un pourcentage de nos ventes. Et ça va, on parle de dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est des initiatives tout à fait intéressantes. Alors il faut aussi, bien sûr, que nous, en tant que fondation, on encadre la façon dont ensuite le partenaire va se faire l'écho de cette opération de soutien de la fondation. Donc il faut qu'on structure un petit peu plus les choses de ce point de vue-là. Mais ça, c'est une dimension tout à fait intéressante sur laquelle on peut travailler. Ensuite, vos dons. Alors on est en train de travailler, on va créer différents degrés de donateurs, des bienfaiteurs, des parrains, etc. On n'est pas encore tout à fait mûr là-dessus, mais ça va bientôt être le cas. Et puis, on va lancer, bien sûr, alors auprès des consommateurs,
auprès des professionnels. Ça sera l'une des missions du groupe de communication, de voir comment on s'y prend. Et il est clair que la Fondation là, commence tout juste à se structurer. Un prochain rendez-vous, ça sera à Paris en février 2020, où là, je pense qu'on sera un petit peu plus mûr pour aller solliciter. Voilà. Donc, vous avez peut-être sans doute, vous aussi, des idées, des façons de trouver des moyens d'aider cette fondation. Il y a un autre point qui est très important, c'est la transmission. Pas la transmission, pardon. Le problématique de la relève. Hein, tous les fromagers, tous les fabricants sont confrontés à ça. Ils ont beaucoup de mal à trouver des fromagers. Et là, sur le salon, on a réuni un moment une dizaine de PME fromagères. Et l'idée est apparue de se dire pourquoi on ne crée pas un système d'alternance sur 2 ou 3 ans où on fait tourner sous la forme du compagnonnage des jeunes qui veulent se lancer dans ce métier. On les fait tourner 3 mois dans différents sites pour qu'ils apprennent un petit peu tout l'univers, toutes les technos, etc. On les fait aller à l'école 1 mois entre chacun de ces trimestres pour que leurs études soient financées. Et les fromagers ont besoin vraiment de relève. Bon, voilà. Donc, le message, c'est de dire qu'on est ouvert absolument à tout. Il faut être malin, il faut être astucieux. Et on arrivera comme ça à structurer et à rendre service surtout à tous les acteurs de terrain. Pour l'instant, la Fondation n'a pas d'organe de communication en soi. Donc, Profession Fromager se fait le relais naturel des activités de cette Fondation. On va vous tenir au courant. Je pense que maintenant, le prochain rendez-vous important, ce sera dans 4-5 mois, où là, on sera un petit peu plus structuré. Encore une fois, c'est un combat de très longue haleine. Hein. L'histoire du lait cru, c'est 10 000 ans. Depuis 50 ans, l'histoire est en train de tourner un petit peu mal. Donc, on va essayer de redonner de la fierté. Les fromagers sont fiers de ce qu'ils font, mais il faut que ce soit ressenti par l'ensemble de la société, des autorités, et vous aider à vous donner les outils et toute cette cohésion qui va faire que cette filière, elle va se faire entendre plus qu'il y a 2 ans, lorsque les autorités ont décidé cette interdiction dans les cantines scolaires, où la profession n'a pas réussi à négocier, à infléchir les choses. Donc, il ne faut pas que dans 2 ans, on nous dise maintenant, ça va être les enfants de moins de 10 ans. Donc, c'est tout ce travail qui est très, très important. Les choses peuvent aller très, très vite. Les normes sanitaires, notamment sur les steaks, pourraient vraiment mettre très, très à mal cette fondation. Là, on est porté par cette attirance, cet attrait très fort des consommateurs pour ces produits-là, mais ils sont encore très, très fragiles. Il y a 2 ans, il y avait cet émoi, cette émotion autour de cette interdiction. Elle est plus présente là-dedans, elle est plus présente aujourd'hui. On est dans une espèce d'euphorie, mais les fondements, ils sont toujours aussi abîmés. Et j'espère que tous ensemble, on va réussir à fortifier et à permettre à cette filière de continuer à se redévelopper et à prospérer. Je vous remercie infiniment de votre présence. On a besoin de ça, de sentir ces vibrations, cette énergie, pour pouvoir mener ce chantier qui est immense. Il va évoluer et vous êtes vraiment les bienvenus. Donc, écrivez-nous et puis on essaiera de vous intégrer dans les groupes de travail, de vous associer à toutes les actions qui vont être menées et de faire en sorte que ces produits-là soient encore sur le devant de la table des consommateurs, de nos enfants et de nos petits-enfants. Un immense merci. Bonne suite pour ce salon et donc on vous tient au courant.